Dans le nord poussiéreux du Burkina Faso, les puits reprennent vie. Là où les rafales d'hier découpaient le silence, résonne aujourd'hui le clapotis de l'eau, un paradoxe de nombre. Plus d'1 million rentrés, après 2 millions chassés. Mais comment ce renversement a-t-il pu commencer et que signifie-t-il vraiment pour les habitants? Ibrahim Traoré y voit la preuve que la paix peut naître des semences plutôt que des discours. Le Sahel retient son souffle. Et si la reconstruction d'un pays commençait par un seau d'eau, dans les plaines arides du Sahel burkinabé, une question dépasse désormais la simple chronique de guerre. Que se passe-t-il lorsqu'un État choisit de reconstruire à partir des champs, des puits et des troupeaux, plutôt qu'à partir des salles de conférence? Ici, la promesse est claire. Suivre pas à pas comment un pays meurtri tente de transformer la sécurité retrouvée en pain quotidien, en revenus stables et en dignité pour des familles qui rentrent enfin chez elles. Ce récit va éclairer 3 lignes de fracture décisives. La bataille pour le contrôle humain du territoire, le basculement vers la souveraineté alimentaire et la mise en place de filets sociaux capables d'absorber les prochains chocs, les enjeux dépassant largement le Burkina Faso. Ils interrogent la manière dont l'Afrique peut sortir de la dépendance à l'aide, répondre aux critiques extérieures et prouver que la stabilité ne se résume ni aux bulletins électoraux ni aux rapports des bailleurs. Pour quiconque suit l'actualité du Burkina Faso, la vraie question devient: ce modèle est-il une exception passagère ou un laboratoire pour la région? En l'espace de 3 ans à peine, le paysage de certaines provinces du Burkina Faso a changé de visage. Plus d'1 million de personnes déplacées internes ont déjà repris le chemin de leur village, là où plus de 2 millions avaient été arrachés à leur maison par la violence. Ces chiffres, souvent noyés dans les rapports techniques, prennent une autre dimension lorsque l'on regarde ce qui se passe au niveau du sol. Des marchés rouvrent, des puits recommencent à fonctionner, des enclos pour le bétail se remplissent de nouveau. Pendant près d'une décennie, pourtant, le nord du pays et le Sahel burkinabé avaient été définis par l'absence, absence d'écoles, de sécurité, de récolte et même d'espoir. Les groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique imposant leurs lois, brûlant les champs et vidant des quartiers entiers. C'est dans ce vide que s'est inscrite la rupture portée par Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022 avec une idée fixe: la paix ne peut pas se décréter, elle doit se rendre visible dans le quotidien des plus vulnérables. Au lieu de mesurer le redressement à l'aune des promesses des bailleurs, le nouveau cap s'évalue à la possibilité pour un enfant d'aller à l'école sans escorte armée, pour un berger de mener ses chèvres au pâturage sans être racketté, pour un marché d'ouvrir un lundi matin sans être la cible d'une attaque. La question de départ n'était plus abstraite, comment reconstruire, mais radicalement concrète. Où et pour qui restaurer la sécurité en premier, dans un pays où plus d'un tiers du territoire échappait de fait à l'autorité de l'État? À partir de là, le reste du récit se déploie comme une chaîne de causalité. Sécuriser des axes, puis des villages, voir revenir les familles, ensuite seulement parler de semences, de puits réparés, de troupeaux reconstitués. Comprendre cette séquence est essentiel pour saisir ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso, au-delà des slogans et des critiques venues de loin. Dans les villages revenus à la vie, la reconstruction ne se lit pas d'abord dans les chiffres, mais dans les visages de celles et ceux qui ont décidé de rentrer. À Tamasgo, une mère de famille retrouve la cour de sa maison, à moitié envahie par les herbes. Elle commence pourtant par autre chose que les murs: récupérer un kit d'élevage, 2 chèvres et un bouc, un peu de fourrage pour tenir jusqu'aux premières pluies, un passage au poste vétérinaire mobile pour vacciner les animaux. En quelques mois, la famille ne dépend plus des rations humanitaires, vend un chevreau pour payer les fournitures scolaires et réapprend à voir l'avenir autrement que de distribution en distribution.
Dans un autre village du Nord, un cultivateur rentré après des années de déplacement découvre que les champs sont restés nus, mais que les canaux d'irrigation ont été rouverts. Il reçoit des semences, un appui technique et surtout la certitude qu'un acheteur existera pour son mil, puisque le programme de cantine scolaire privilégie désormais les coopératives locales. Là où l'aide arrivait autrefois sous forme de sacs venus de l'étranger, les repas des enfants sont cuisinés avec le grain du voisin. Cette microéconomie lie les producteurs, les cuisinières, va les élèves dans une même chaîne de survie et de dignité. Épreuves. Trajectoires individuelles, encore fragiles, racontent mieux que n'importe quel discours ce que signifie, pour des familles brisées par la guerre, la possibilité de reconstruire un revenu à partir d'un champ, de quelques animaux et d'un marché rouvert. En filigrane se dessine une question simple. À quoi ressemble réellement la victoire pour celles et ceux qui rentrent? Le renversement burkinabé commence, comme souvent, par une décision prise dans l'urgence. En 2022, alors qu'un tiers du territoire échappait à tout contrôle, le capitaine Ibrahim Traoré impose une stratégie de sécurité à deux niveaux: frapper vite, puis rester. Le premier étage, visible et martial, s'appuie sur les bataillons d'intervention rapide, 28 unités formées pour reprendre les axes, sécuriser les convois humanitaires et rouvrir les routes commerciales. Le second, plus discret, s'incarne dans les unités mobiles de gendarmerie. Elles s'installent après les combats, dialoguent avec les anciens, règlent les litiges et stabilisent les villages libérés. Ensemble, ces deux couches redonnent du sens à une expression locale: le contrôle humain du terrain. Dans les provinces du Sahel, du Nord et du Centre-Nord, les effets se voient presque semaine après semaine. Là où les postes de police étaient réduits à des carcasses brûlées, des drapeaux reviennent flotter. Là où l'on ne circulait qu'en convoi, les marchés rouvrent. Les habitants disent surtout qu'ils restent, et ce mot rester est la clé. La sécurité n'est plus une abstraction, mais un espace où la vie peut reprendre racine. Les observateurs étrangers parlent de militarisation, mais sur place, la population évoque plutôt un retour de présence. Une femme explique: je préfère voir un soldat à la croisée des chemins qu'un tireur dans mon champ. Cette phrase, reprise par Ibrahim Traoré dans son discours du 31 décembre 2024, devient le symbole d'une philosophie. La paix ne se mesure pas en kilomètres de front, mais en nuits sans peur. Les mois suivants marquent une succession d'étapes rapides: réouverture de corridors humanitaires, coordination avec les équipes médicales, reconstruction d'écoles sous les manguiers. En mi-2025, plus d'1 million de personnes déplacées sont revenues chez elles. Les chiffres, confirmés par les autorités et les ONG partenaires, traduisent un basculement de perception. Le Burkina Faso n'est plus uniquement un champ de guerre, mais un laboratoire de retour communautaire. Pourtant, chaque avancée entraîne une question nouvelle. Que faire une fois la sécurité rétablie? Les premières réponses émergent sur le terrain: creuser, planter, nourrir. C'est dans ce glissement du fusil à la houe que s'amorce la deuxième phase du plan Traoré, l'offensive agro-pastorale 2023-2025. Dans ce programme, la paix devient synonyme de production. Les militaires sécurisent les canaux d'irrigation, les agronomes réparent les digues, les coopératives reçoivent des semences et des animaux. Le capitaine Ibrahim Traoré présente alors une équation simple: sans nourriture, la sécurité se fane; sans dignité, la stabilité n'a pas de racines. Les financements suivent: 592 milliards de CFA, soit environ 1 milliard de dollars, injectés dans 8 filières agricoles: riz, maïs, tubercules, viande, volaille, pêche, blé et mangue. L'objectif: 100 000 emplois nouveaux
et une hausse du PIB agricole de 11% d'ici fin 2025. Sur le terrain, la chronologie se lit comme une montée en puissance. Février 2023. Lancement des premières brigades agricoles. Été 2024. Retour des troupeaux dans les zones du centre-nord. Printemps 2025. Moisson collective célébrée à Barcelogo et Gabou. Dans les images qui circulent, des enfants rient devant les camions de semences, des soldats portant des sacs de mil, des femmes tiennent les registres de coopératives. La chronologie dit tout. Du feu à la semence, du départ au retour, de la peur à la routine. Ce que le Burkina Faso écrit, c'est une ligne de temps où chaque victoire logistique devient une victoire humaine. Preuve qu'un pays peut se reconstruire non par miracle, mais par méthode. En 2022, à l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso comptait plus de 2,1 millions de déplacés internes. 3 ans plus tard, 1,20 millions d'entre eux ont regagné leur village. Ce delta, souvent cité comme un simple indicateur, représente en réalité un basculement structurel. Derrière chaque retour se cache un champ réhabilité, un puits réparé, une route praticable. Le rapport du ministère de l'Action humanitaire note que dans les provinces du Sahel et du Centre-Nord, la densité de population a augmenté de 38% depuis 2023, confirmant la tendance au retour durable. Une deuxième bascule concerne la production agricole. En 2022, la valeur ajoutée du secteur rural stagnait autour de 1 800 milliards CFA. Fin 2025, les projections officielles tablent sur 2000 milliards, soit une croissance de près de 11%, portée par l'offensive agro-pastorale. Derrière ces chiffres, une logique simple. La sécurité ouvre l'accès aux terres relance les semis, et les semis créent de l'emploi. Le plan gouvernemental vise 100 000 postes directs, principalement pour les jeunes et les rapatriés. Ce n'est pas seulement un objectif comptable, mais une stratégie pour retenir une génération sur le sol national. Les retombées sociales se traduisent aussi dans les marchés. Selon les données du programme conjoint FAO-gouvernement, plus de 70% des cantines scolaires achètent désormais leurs produits à des coopératives locales. L'effet multiplicateur est immédiat. Le revenu moyen des petits producteurs de mil et de maïs a augmenté de 27% entre 2023 et 2025. Ces circuits courts réduisent la dépendance à l'aide alimentaire importée et renforcent la résilience des communautés rurales. Sur le plan de la sécurité, la bascule est encore plus visible. En 2023, seulement 63 communes sur 351 étaient considérées comme stabilisées. En 2025, elles sont 219, soit plus du double. Ce progrès ne signifie pas la fin des attaques, mais un changement d'échelle. La majorité des incidents recensés se concentrent dans moins de 5 départements frontaliers. Le reste du territoire fonctionne lentement à nouveau. Ibrahim Traoré l'a résumé dans une formule qui sert désormais de repère aux forces locales. La victoire, c'est quand une mère peut dormir sans peur et un enfant marcher sans escorte. Les indicateurs économiques traduisent cette philosophie en données. L'inflation alimentaire, qui dépassait les 18% en 2022, est revenue à 9% au milieu de 2025. Le commerce intérieur, dopé par la réouverture des routes, progresse de 14%, notamment grâce au transport des céréales et du bétail. Les exportations de bétail sur pied, presque nulles après 2020, reprennent pour la première fois vers le Niger et le Ghana. Ces chiffres, alignés sur la doctrine de Traoré, ne servent pas à maquiller la réalité. Ils démontrent une tendance mesurable, ancrée dans la terre et dans la routine. Les gains restent fragiles, dépendants du climat et de la discipline administrative, mais ils esquissent une normalité nouvelle,
une économie où la stabilité est un produit local, né de la dignité retrouvée. Les critiques venues de l'extérieur n'ont pas manqué. Pour nombre d'observateurs occidentaux, le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, s'enfermerait dans une logique autoritaire, militarisée, obsédée par la souveraineté nationale au détriment des libertés politiques. Les rapports d'ONG évoquent des abus possibles, des restrictions de la presse, une centralisation croissante du pouvoir et un recul des partenariats internationaux. D'autres analystes dénoncent une forme d'isolement volontaire, voire de populisme rural. En surface, ces inquiétudes semblent cohérentes. Elles s'appuient sur des indicateurs institutionnels, sur des modèles démocratiques externes et sur la peur d'un précédent régional. Mais réduire l'expérience burkinabé à cette grille revient à ignorer les données de terrain, les retours massifs de populations déplacées, la reprise du commerce local, la baisse mesurée de la violence dans plus de 200 communes stabilisées contredisent l'image d'un État coercitif. Le contrôle exercé par l'armée, s'il existe, se combine à une administration civile qui réapprend à fonctionner. Les forces locales ne remplacent pas les écoles, elles les protègent. Et les marchés qui rouvrent ne le font pas sous la contrainte, mais grâce à un minimum d'ordre retrouvé. Il est vrai que la communication d'Ibrahim Traoré tranche avec les canons diplomatiques. Ses discours s'adressent d'abord aux paysans, aux artisans, aux communautés rurales, non aux bailleurs de fonds. Cette rupture symbolique déroute les chancelleries, mais elle correspond à une stratégie politique assumée, replacer la dignité avant les réformes institutionnelles. Les droits humains et la transparence demeurent des enjeux cruciaux. La présidence le reconnaît d'ailleurs en soutenant les enquêtes indépendantes. Cependant, juger le pays uniquement à travers la grille du pluralisme électoral revient à oublier qu'une démocratie affamée ne dure jamais. L'expérience burkinabé ne prétend pas être un modèle universel, elle avance par pragmatisme. D'abord la sécurité, ensuite la subsistance, enfin la discussion. Ce séquençage n'abolit pas la critique, il la retarde pour la rendre utile. C'est peut-être là, dans cette tension entre survie et principe, que se joue la vraie singularité du Burkina Faso contemporain. La bascule se joue dans l'assiette. Quand les armes se taisent, la bataille se déplace vers le mil, le riz et les chèvres qui nourrissent les familles. Au Burkina Faso, le pafrat ne se mesure plus seulement en kilomètres sécurisés, mais en repas cuisinés avec des produits du village plutôt qu'avec des sacs venus de l'étranger. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'offensive agropastorale 2023-2025 transforme une idée politique en pratique quotidienne. La souveraineté commence par la nourriture, pas par les discours. Cette stratégie s'appuie sur 8 filières clés, des céréales au mangue, soutenues par un investissement massif de centaines de milliards de francs CFA pour relancer les terres libérées. Là où l'aide humanitaire distribuait autrefois du grain importé, le Programme alimentaire mondial achète désormais directement à des coopératives locales pour alimenter les cantines scolaires. Dans des quartiers comme Arbolé, Bassi ou Borba, les repas des enfants sont préparés avec le maïs et le riz des petits beaux producteurs, cuisinés par des femmes du cru. Le pivot est là. Chaque champ remis en culture, chaque marché rouvert devient à la fois une réponse à la faim et un rempart silencieux contre le retour de la peur. Dans les provinces libérées, les effets de la reconstruction descendent jusqu'au foyer. Chaque groupe social y trouve une traduction tangible de la politique d'Ibrahim Traoré. Pour les agriculteurs, la transformation est la plus visible. De nouvelles canalisations d'irrigation redonnent vie à des plaines abandonnées. Les rendements de mil et de maïs augmentent, les semences circulent et les marchés hebdomadaires reprennent.
Les programmes de formation diffusent de simples techniques d'irrigation, mais elles suffisent à multiplier les récoltes. Là où régnait la friche, on parle désormais de saison productive. Du côté des éleveurs, l'impact est tout aussi profond. Les crits de réinstallation, un mâle et deux chèvres ou une vache et un toreto, offrent une base économique aux familles revenues. À ces animaux s'ajoute un paquet de soins vétérinaires, des vaccins et du fourrage pour les premières semaines. En 2020, une campagne nationale contre la fièvre afteuse couvre la plupart des provinces rurales, soutenue par la FAO. Pour beaucoup, posséder à nouveau du bétail, c'est retrouver un capital, une assurance et un avenir. Comme l'a déclaré Ibrahim Traoré lors d'une visite à Barcelogo, les chats c'est né. Chaque chèvre est une promesse de stabilité. Les petites entreprises rurales profitent aussi du changement. Les transferts ciblés du programme PAMP-VI, adossé au registre social unique, RSU, ont permis à des milliers de femmes de racheter un outil, de rouvrir un commerce ou de redémarrer une activité de couture. L'argent n'est pas un don ponctuel, mais un signal de confiance. En parallèle, le régime d'assurance santé RAMU protège ces mêmes familles des dépenses médicales catastrophiques. Le filet social devient une infrastructure. Il maintient debout ceux qui reconstruisent. Dans les villes et bourgs, les effets sont économiques et psychologiques. Le retour des convois marchands vers le nord réduit la spéculation et ravive les circuits d'approvisionnement. Les prix des denrées baissent, les échanges reprennent et l'inflation alimentaire ralentit. Cette normalisation redonne du souffle aux commerçants, mais aussi à la perception de l'État. Le gouvernement, autrefois distant, réapparaît dans la vie quotidienne par le biais des écoles réparées, des dispensaires et des marchés. Enfin, pour la région tout entière, la résonance dépasse les frontières. Au Mali et au Niger, des débats émergent. Et si la stabilité durable ne venait pas des missions extérieures, mais d'un tissu économique local capable de nourrir et de soigner? Le modèle burkinabé n'est pas exempt de défauts, mais il offre une alternative crédible. La sécurité comme condition, la dignité comme moteur. Ainsi, dans la poussière redevenue fertile, la politique d'Ibrahim Traoré trace une équation concrète. Un pays cesse d'être fragile quand il recommence à produire, à échanger et à rêver. L'avenir du Burkina Faso reste suspendu à trois trajectoires possibles, que les analystes locaux résument par une formule simple. Si la terre tient, le pays tiendra. Scénario de base. Si les tendances actuelles se maintiennent, la croissance agricole devrait dépasser 10% d'ici fin 2025. Les retours de population continueront, mais à un rythme plus lent, freiné par les poches d'insécurité frontalière. Le gouvernement poursuivra la consolidation de ses programmes sociaux RSU, PMP, VIT, RAMU et la coordination avec les ONG. Les infrastructures de transformation agroalimentaire déjà amorcées à Bobo-Dioulasso permettront une stabilisation économique progressive. Ce scénario suppose un équilibre entre contrôle sécuritaire et respiration démocratique, fragile mais fonctionnel. Scénario optimiste. Si les pluies sont bonnes et les récoltes solides, le pays pourrait connaître une expansion rurale inédite. Les investissements dans les 8 filières stratégiques amorceraient une véritable industrie agricole régionale. Les exportations de produits transformés, soutenues par la nouvelle chaîne du froid, apporteraient des devises et réduiraient la dépendance aux importations alimentaires. Ibrahim Traoré renforcerait alors sa légitimité politique sur une base sociale concrète, celle d'une économie enracinée dans le travail paysan. Ce scénario ouvrirait la voie à une intégration régionale par le bas, où la coopération remplace la tutelle. Scénario de risque. Si la situation se dégrade au Mali ou au Niger, ou si une sécheresse prolongée frappe le Sahel, le modèle burkinabé subirait une double pression, sécuritaire et climatique.
Les déplacements pourraient reprendre, la production chuter et les filets sociaux atteindre leurs limites. Une centralisation excessive des décisions risquerait alors d'étouffer l'élan local, réactivant la dépendance à l'aide internationale. Ce scénario ne serait pas un effondrement, mais une stagnation, un pays figé entre ambition et contrainte. À travers ces trois futurs possibles, une même leçon se dessine. La réussite du Burkina Faso dépend moins de la rhétorique que de la constance. Si la sécurité s'enracine, alors l'agriculture et la dignité suivront. Si elle se fissure, tout le reste s'effondre. C'est la condition première que rappelle inlassablement Ibrahim Traoré. Sans paix du quotidien, aucune prospérité durable. Pour comprendre ce que vit aujourd'hui le Burkina Faso, il suffit d'écouter ceux qui n'avaient plus rien à dire. Dans les villages du Nord, les conversations tournent désormais autour des récoltes et non plus des attaques. Une jeune institutrice de Titao raconte qu'elle peut enfin tenir sa classe ouverte sans craindre les rafales. Pour elle, la paix n'est pas un concept, c'est la routine retrouvée. Un éleveur, revenu de 6 années d'exil intérieur, dit simplement: J'ai de nouveau un troupeau, donc une raison de rester. Ces mots, plus que tout communiqué, racontent le vrai visage du redressement. Ibrahim Traoré a souvent insisté sur cette dimension humaine. Reconstruire un pays, c'est d'abord rendre du sens au travail ordinaire. Ces discours, loin des formules, reprennent des gestes concrets. Semer, puiser, vendre, instruire, comme autant de symboles d'une souveraineté vécue. Pour les Burkinabés de la diaspora, ces images ravivent une fierté enfouie. Elles font naître le sentiment qu'un retour, même temporaire, serait à nouveau possible. Les transferts d'argent, modestes mais réguliers, témoignent de ce lien renoué entre l'exil et le village. Dans les villes, commerçants et artisans se réorganisent. La reprise du trafic sur les routes du centre-nord redonne du souffle au marché, tandis que les coopératives locales trouvent enfin des acheteurs stables. La confiance revient lentement, presque sans qu'on la remarque. Elle s'entend dans le brouhaha d'un marché, dans le rire d'un enfant à l'école, dans le clapotis d'un puits de réparé. Ainsi, ce que vit le Burkina Faso touche chacun au-delà des frontières. La conviction qu'une reconstruction peut naître du bas, à partir des mains et des outils, sans attendre les grandes promesses du monde. La suite du redressement burkinabé passe par une séquence claire de décisions et de mesures. Premier axe: stabiliser durablement le terrain. L'État doit poursuivre le déploiement des unités mobiles de sécurité dans les communes encore fragiles, avec un indicateur simple: le nombre de villages où les familles reviennent volontairement et où les écoles restent ouvertes toute l'année. Chaque nouvelle zone stabilisée doit être immédiatement reliée à un puits fonctionnel, à une piste praticable et à un poste de santé minimal. Deuxième axe: ancrer l'offensive agro-pastorale. Le gouvernement et les partenaires techniques doivent accélérer la réhabilitation des canaux d'irrigation et la distribution de semences dans les régions du Nord et du Centre-Nord. Le succès se mesurera en hectares remis en culture, en part des cantines scolaires approvisionnées localement et en progression du PIB agricole visé par la stratégie 2023-2025. Troisième axe: consolider la filière élevage. Il s'agit d'étendre les kits de réinstallation, d'assurer des campagnes régulières de vaccination et de relier les éleveurs à l'abattoir et à la chaîne du froid de Bobo Dioulasso. Les indicateurs seront le nombre de troupeaux reconstitués, les volumes de viande transformée et les emplois ruraux pérennes. Quatrième axe: généraliser les filets sociaux. SU, PMP, VI et RAMU. Dans chaque village de retour, l'enregistrement au registre social unique doit devenir automatique afin que les ménages accèdent rapidement aux transferts ciblés et à l'assurance santé.
La réussite se lira dans la baisse des ventes forcées de bétail pour payer les soins et dans la scolarisation continue des enfants. Dans cette feuille de route, Ibrahim Traoré porte une responsabilité centrale: garantir que chaque étape reste lisible, mesurable et contrôlée avec les communautés, pour que la souveraineté promise demeure une expérience vécue, non un slogan. Le soir tombe sur les plaines de Barcelogo. Sous un manguier, une fillette remplit un seau d'eau pendant que sa mère compte les chèvres revenues de l'exil. Autour d'elle, les traces de guerre s'effacent lentement. Un puits restauré, une école repeinte, un marché bruyant. Rien n'a été offert. Tout a été reconstruit à la main. Dans ces gestes simples, le Burkina Faso retrouve sa respiration. Ibrahim Traoré apparaît rarement dans ces images, mais son nom circule dans les conversations. Non comme celui d'un chef de guerre, mais comme celui d'un homme qui a dit que la dignité ne se décrète pas, elle se cultive. Chaque animal vacciné, chaque sac de mil vendu, chaque classe rouverte prolonge cette phrase. La reconstruction n'est pas spectaculaire, elle est patiente, elle ressemble au palan d'un troupeau dans la poussière du soir. Alors que le vent du Sahel s'apaise, le pays tout entier mesure la distance parcourue. Le miracle, ici, n'est pas dans la politique. Il est dans le retour des bruits familiers, dans le rire d'un enfant, dans le bêlement d'une chèvre qui annonce que la vie, encore une fois, a tenu bon. Le Burkina Faso n'offre pas une histoire parfaite. Il offre une leçon. Celle d'un peuple qui, au lieu d'attendre des solutions venues d'ailleurs, a choisi de reconstruire pas à pas son propre avenir. Les puits, les marchés, les troupeaux et les écoles ne sont pas des symboles de propagande. Ils sont les preuves qu'une communauté peut renaître dès lors qu'on lui rend les moyens d'agir. Ibrahim Traoré l'a répété: la paix n'est pas un mot d'ordre, c'est un travail collectif. Aujourd'hui, cette expérience interroge chacun. Que signifie reconstruction dans un monde saturé de promesses extérieures? Comment soutenir un modèle qui repose sur la dignité plutôt que sur la dépendance? Le Burkina Faso ne demande ni pitié ni spectacle, seulement qu'on le regarde autrement. Et vous, que feriez-vous si la stabilité ne tenait qu'à un champ à semer, une chèvre à nourrir, une main tendue? L'histoire du Sahel est encore en train de s'écrire. Peut-être, cette fois, le monde l'écoutera.